Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir Twilight Struggle, un jeu qui est sorti en 2005 pour la première fois, donc un très vieux jeu, mais qui est toujours aussi bon et surtout qui a aussi bonne presse, puisque c'est quand même un must-have absolu dans les jeux de société moderne. C'est un wargame alors qui va mettre en place la guerre froide de 1945 à 1989. Nous allons jouer donc à 2 joueurs, un joue l'URSS, l'autre les États-Unis. Jeu très connu, la plupart de vous qui regardez cette vidéo le connaissez, donc sûrement beaucoup ont déjà joué, voire une bonne expérience, mais les nouveaux joueurs ne savent peut-être pas forcément. En tout cas, ce jeu est revenu en 2021 grâce à Pixie Games, qui l'a réédité en modifiant un peu la règle, en retouchant des petites choses, façon à écouter ce que disaient tous les fans de ce jeu. Et ben, je profite de la réédition pour en faire une vidéo, puisque normalement vous pouvez l'acquérir. Donc on est sur un wargame, je tiens bien à le préciser, même si c'est la guerre froide uniquement, donc c'est un peu différent des autres wargames, mais néanmoins ça en reste un. Donc il faut oublier ces réflexes d'Eurogamer. Donc moi au début j'ai joué un peu Eurogamer à construire mon truc, c'est une erreur. C'est un jeu d'affrontement, comme ce fut le cas dans la vraie histoire, et donc l'URSS va essayer de placer son influence dans le monde, les États-Unis vont faire pareil, d'un côté ça penche, d'un côté ça repenche, et donc dans ce jeu on va avoir des scorings réguliers en fonction, qui vont donner des points en fonction de l'influence de chaque pays, et ça va pas arrêter de bouger. Donc il faut accepter ça, il y a du hasard évidemment, voire parfois qu'on connaît pas bien le jeu comme moi, et donc vous verrez il y a des cartes, on connaît pas bien les cartes, on pourra même trouver ça chaotique et grincer des dents, moi c'est m'est arrivé, mais ça c'est mon fond d'Eurogamer. Par contre en tant que wargame, thématique et historique, il faut avouer quand même qu'il est tout à fait excellent. Voilà le plateau donc de Twilight Struggle, évidemment, la carte du monde en 1945. Vous avez la RFA et la RDA, l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, etc. Vous allez réviser vos cours d'histoire. Donc, encore une fois, c'est un jeu qui va se jouer comme c'est écrit ici, en 10 tours. Et pour ça, on a un compte tour que je prends comme ça, c'est un petit jeton que je mets là quand on commence dans le premier tour. Donc on va faire en 10 tours. Comme je vous ai dit, il va y avoir des points de victoire tout au long de la partie avec un système de scoring régulier. Le scoring, c'est très simple, c'est la domination du monde par l'URSS ou par les États-Unis. Donc on se retrouve avec un monde divisé en régions. Alors les régions sont géopolitiques, de même que les liens, vous allez voir, entre les pays. Donc parfois il y a des choses qui vous pourront paraître bizarres d'un point de vue purement géographique, mais c'est de la géopolitique, d'où des petites modifications. Donc vous allez avoir par exemple l'Europe qui est ici, vous allez avoir le Moyen-Orient, il y a Libye, Égypte qui sont dedans, c'est normal, encore une fois pour raison géopolitique, donc le Moyen-Orient, vous avez l'Asie avec une sous-région qui est l'Asie du Sud-Est et tous ces trucs-là, donc ces pays-là sont dans l'Asie mais en plus forment l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Et en fait, dans la partie, des scorings arriveront, ça sera, maintenant là, qui est le mieux en influence au Moyen-Orient, ou notre scoring, le mieux en Europe. Et en fonction de ça, on va marquer des points, et les points seront indiqués par cette piste qui est en bas, qui finit URSS ici, et USA là-bas, vous ne voyez pas très bien, parce que le plateau est très grand. Et donc, on commence à 0, et en fait, à chaque fois qu'on marque des points, le pion va se balader soit d'un côté, soit de l'autre. Alors, c'est souvent comme ça dans les wargames. Alors, il faut savoir que déjà, vous allez avoir une fin de partie possible si un des deux camps atteint 20 points, qui est, par exemple, pour la Russie ici, voilà. Si la Russie arrive à avoir à 20 points à un moment dans la partie s'arrête immédiatement. C'est une des premières conditions de fin de partie. Alors évidemment, avec la victoire de l'URSS, de joueurs, qui contrôlent l'URSS. Autre fin abrupte possible de la partie, c'est le niveau DEFCON que vous avez là. Alors le niveau DEFCON, pour ceux qui ne savent pas, c'était un niveau qui existe toujours, qui est un niveau de danger de guerre nucléaire totale. Donc on commence avec un niveau DEFCON de 5, et au cours de la partie, il ne va pas arrêter d'évoluer. Si à un moment, le niveau DEFCON atteint 1, la partie s'arrête immédiatement. Et qui est-ce qui gagne, qui est-ce qui perd? En fait, le joueur à qui c'est le tour de jouer au moment où le DEFCON passe à 1, perd la partie. On considère que c'est sous son action qu'on est arrivé en guerre nucléaire totale. Vous allez me dire, mais l'autre pays gagne quoi en guerre nucléaire totale? Je suis assez d'accord, mais en tout cas, en termes de jeu, si le DEFCON arrive à 1, à ce moment-là, la partie s'arrête et celui qui est en train de jouer a perdu. Donc 20 points de victoire pour un, ou le niveau de DEFCON à 1, fin de partie, et je viens de vous dire qui gagne dans ce cadre-là. Et sinon, on ira au bout des 10 tours, et à la fin des 10 tours, vous verrez, on refera un scoring terminal, après tous les scorings qu'il y a eu en cours de partie, et on regardera celui qui a le plus de points, tout simplement, si ça ne se déclenche pas ou si ça ne se déclenche pas. Alors autant vous le dire tout de suite, donc on va essayer de contrôler au mieux le monde, donc les différentes régions géopolitiques, en passant par les pays, parce qu'on va contrôler les pays. Pour ça, vous avez toujours 2 cases, à gauche pour les États-Unis, à droite pour l'URSS, et on a tous des petits, tous les 2 joueurs ont des petits jetons, comme ceci, en recto verso, vous verrez pourquoi, et c'est de l'influence. Par exemple, si je vais au Kenya, que j'ai un jeton comme ça, voilà, c'est l'influence des États-Unis au Kenya, et puis ici, par exemple, là, à côté, il y a l'influence de l'URSS
au Kenya. Donc là, ces jetons-là, on va pas arrêter d'en parsemer tous les pays du monde pour essayer de reprendre le contrôle. Alors dans cette configuration-là, il n'y a pas de contrôle, les jetons sur leur face blanche, c'est-à-dire que les États-Unis et l'URSS ont une certaine influence au Kenya et se battent pour arriver, en gros, à mettre le Kenya dans leur poche. Mais, par exemple, dans cette configuration-là, vous verrez pourquoi, l'URSS a le contrôle, on retourne le jeton, on le met sur sa face toute rouge, et évidemment, il y a une face toute bleue aussi, et on dit que l'URSS contrôle le Kenya. Alors, ce n'est absolument pas définitif, c'est historique, les États-Unis pourront venir réagir à nouveau au niveau du Kenya, vous verrez comment, de façon à retourner ça. Alors, des petits jetons comme ça, on en a plein, ils vont jusqu'à 8 en valeur, il peut y avoir des grosses batailles sur différents pays, de façon à en prendre le contrôle, ou en tout cas la dominance. Alors, comment se joue ce jeu? Alors, comme je vous ai dit, il y a 10 tours. À chaque tour, les joueurs vont jouer à tour de rôle. Et comment on joue? Avec des cartes. Oui, Twilight Struggle est un jeu avec des cartes. C'est ce que l'on appelle un card driven, c'est-à-dire que c'est les cartes qui vont diriger votre partie. Alors pour ça, on a des tas de cartes qui sont comme ceci, qui ne sont rien d'autre que tous les événements historiques survenus durant cette période de l'histoire. Alors chaque carte, vous le verrez, d'abord est plutôt affiliée aux États-Unis ou à la Russie, en fonction de la couleur de l'étoile que j'ai en haut, va expliquer un événement qui est ici, écrit, mais aussi il y a des points, vous voyez là il y en a 3, là il n'y en a qu'un. Donc on va voir comment on les utilise, mais donc vous avez compris, il y a plusieurs manières d'utiliser ces cartes. Alors il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs tas. Regardez, là vous avez écrit début de guerre, parce que quand on va commencer la partie, on va jouer avec ce tas-là. Ensuite, quand vous allez arriver ici, c'est des retours 4, on va venir intégrer dans la partie ce tas de milieu de guerre, qui est le plus gros. Alors, il faut dire que, d'après ce que j'ai lu, a priori, les parties se terminent par là, c'est-à-dire au plus tard au tour 7, la plupart du temps. En tout cas, on a ce gros tas-là. Alors, il faut bien comprendre, vous verrez, ça a de l'importance, c'est que si il reste des cartes à jouer de ce tas-là, donc de la première partie de la guerre, et qu'on passe ici à utiliser ce tas-là de cartes, on mélange ce qui reste avec ce tas-là. Donc certains événements qui ne seraient pas encore survenus pourront continuer à survenir. Et enfin, si on arrive donc dans les 3 derniers tours de la partie, comme c'est indiqué là, à ce moment-là, on utilisera le tas fin de guerre. Vous voyez Reagan par exemple, ben oui, parce que évidemment, les différents événements suivent l'histoire, c'est tout à fait logique. Donc ça, c'est très très bien foutu. Les événements vont suivre l'histoire, on va les déclencher, on va pas les déclencher, tout dépendra, on va réécrire l'histoire de cette guerre froide, en sachant que pour qu'il y ait un certain équilibre dans le jeu, mais aussi une certaine véracité, vous avez des cartes, vous voyez, avec une petite icône comme ça. Ça, c'est des cartes, quand on les joue, et ben on les sort du jeu. On peut pas les remélanger, c'est pas possible. Alors vous voyez, par exemple, ça c'est tout à fait thématique, De Gaulle gouverne la France. Bon, bah, si De Gaulle gouverne la France, ça sera joué au début. Hein. De Gaulle va pas gouverner la France en 88, hein, ça me paraît pas tout à fait possible. Bah, de toute façon, cette carte ne sera pas remélangée, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est un jeu de cartes, 3 tas de cartes, en fonction de l'avancée des tours, très historique. On remélange le tas précédent avec le suivant s'il reste des cartes que l'on n'aurait pas jouées, et on fait comme ça tout le temps. Et comment on joue avec les cartes? Bah, c'est écrit ici, vous avez des petits chiffres, ça vous indique combien de cartes on va avoir en main au début du tour, et combien de cartes on va jouer. Par exemple, au début, on aura 8 cartes en main, et on en jouera 6 autour de ce tour. Donc, il vous en restera en main. Pas toujours, mais il va vous en rester, parce qu'il y a plein d'actions dans le jeu qui vous font consommer des cartes. S'il m'en reste en effet 2 à la fin du premier tour, quand je passerai au deuxième, je ne piocherai que 6 cartes, puisque le chiffre qui est là, c'est ma main de cartes à la fin, au début du tour, hein, c'est pas je reprends 8 cartes, c'est je refais ma main à 8 cartes. Et donc chaque joueur, bah voilà, 4, 5, 6, 7, 8, va prendre en début de partie ces 8 cartes, il va regarder un petit peu, alors généralement on les classe par couleur d'étoile, hein. Voilà, on va faire comme ça, de façon à voir un petit peu ce que l'on a, et comment on va jouer notre main de cartes à cette manche-ci. Alors, comment fonctionne un tour? Déjà, il faut savoir que au tout début d'un tour, et ça c'est vrai pour tous les tours, hein, on va choisir un événement. Alors là, j'ai bien dit l'événement. Hein, je vous dis qu'il y a les chiffres aussi qui jouent. Non, là, on ne regarde que l'événement. On va choisir un événement et on va décider de le déclencher. Mais ça, c'est le tout début de tour. Donc, chaque joueur dans son coin choisit sa carte, la pose face cachée. Les 2 joueurs l'ont fait, on révèle les cartes immédiatement. Et celui qui a ici la valeur la plus élevée va réaliser l'événement en premier, puis le deuxième joueur va réaliser l'événement. Et le tour est lancé. Ça, c'est au début de chaque tour. On réalise les événements. Après, par contre, par exemple, là, après, cette carte est défaussée, donc va dans la défausse du premier tas. Ensuite, on va tout simplement jouer une carte, l'autre va jouer une carte, je joue une carte, je joue une carte, tac, 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 jusqu'à ce qu'on ait tous les deux joué 6 cartes, et à ce moment-là, le tour est fini, tout simplement. Et d'ailleurs, il y a un petit marqueur qu'il faut utiliser. Ici, vous avez le nombre de cartes jouées, sinon vous allez perdre un petit peu le fil du nombre de cartes jouées. Donc, il y a un petit marqueur. C'est toujours l'URSS qui commence. Hein. Donc, on va mettre ici, par exemple, le joueur qui joue l'URSS a joué. Tac, on met là, joueur URSS a joué une carte. Le joueur États-Unis joue. Tac, je retourne. Joueur États-Unis. Et ainsi de suite. On attaque la deuxième carte jouée pour ce tour. Joueur du RSS joue sa carte.
joueur états-unien a joué sa carte, etc. Faites-le parce que ça vous permet de savoir un petit peu où on en est dans une manche, en fonction du nombre de cartes jouées. Alors, comme je vous ai dit, on va jouer 6 cartes, mais vous voyez qu'après, on va jouer 7 cartes, c'est pour ça que ça va jusqu'à 7. Alors, 8, on peut obtenir un bonus qui nous permet même de jouer 8 cartes à chaque tour, mais je vais y revenir un peu après. Alors, je vous ai parlé des scorings qui se déclenchent au fur et à mesure de la partie, où on va regarder une région, et puis on marquera des points. Alors, c'est très simple, à regarder, c'est toujours pareil. Je score le Moyen-Orient, par exemple, si je suis en présence, j'ai 3, si je suis en domination, j'ai 5 points, si je suis en contrôle de la région, j'ai 7 points. Alors, comment on sait si je suis en présence, domination, contrôle, je vais vous l'expliquer un petit peu après, mais en tout cas, c'est comme ça que l'on fait. Mais il faut savoir que les cartes de scoring, c'est nous qui les jouons. Regardez, dans cette première main de cartes, c'est le hasard, j'ai décompte au Moyen-Orient qui est sorti. Si, quand c'est à moi de jouer, je joue décompte du Moyen-Orient, immédiatement on fait un décompte. En point de victoire, URSS contre USA pour l'influence au Moyen-Orient. Alors là, vous dites, ah la vache, c'est vache, parce que le joueur qui a cette carte-là, tranquillement, il peut se préparer son petit coup, et puis dans le tour, il la joue. Alors, oui et non. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que quand vous avez une carte comme ça dans votre main, vous êtes obligé de la jouer à ce tour. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il va vous en rester 2 des cartes. Ça, c'est interdit. Si vous gardez une carte d'un tour sur l'autre, la partie s'arrête, vous avez perdu. Bon, enfin, c'est juste pour dire qu'il ne faut pas le faire, tout simplement. Donc, encore une fois, quand on fait un décompte, quand vous avez une carte décompte, vous allez devoir la jouer. Donc, vous allez devoir vous débrouiller au cours de cette manche pour commencer à être très bien placé dans la région où vous allez faire un décompte. Évidemment que l'autre joueur le voit. Et comme il le voit, il va commencer à se dire qu'est-ce qu'il me fait là, essayer de se poser au Moyen-Orient comme un petit fou. Il va pas vous laisser faire. Et dans ce jeu, c'est ça qui est très important, c'est comme dans la réalité de l'histoire, c'est qu'il ne faut jamais laisser l'adversaire s'installer dans une région du monde. Jamais. Si l'adversaire commence à pas mal s'installer en Asie, allez-y. Contrez-le. C'est un jeu d'affrontement. On contre l'autre en permanence dès qu'il fait des choses. Donc évidemment qu'on regarde ça. Moi j'ai ça en main, je vais jouer vachement ça. Mais néanmoins, je vais le contrer aussi. Après, théoriquement, si je commence à le jouer, l'autre va aussi venir. Alors il faut savoir que vous pouvez jouer, vous vous souvenez, je vous ai dit qu'au tout début du tour, on joue une carte pour son événement. Vous pouvez jouer aussi une carte comme ça. Alors c'est 0, il n'y a pas de chiffre, donc elle sera toujours jouée après l'autre. Mais vous pouvez la jouer. Et à ce moment-là, vous entraînez un décompte tout de suite. Là, c'est un peu de chance, c'est-à-dire que vous avez eu une carte décompte et qu'à la fin de la manche précédente, vous étiez bien placé dans cette région-là. Oui, il y a un peu de hasard dans le jeu, il faut l'accepter. Normalement, tout ça s'équilibre au cours d'une partie, mais il faut l'accepter. Je pense, à mon avis, d'ailleurs, que parfois, quand vous râlez, ce qui m'est arrivé, parce que vraiment, vous avez une main terrible, c'est affreux, je pense aussi que les mains difficiles à jouer, elles sont jouables, mais il faut un peu d'expérience de jeu pour les jouer. D'autre part, et j'en profite pour dire ça tout de suite, quand on joue beaucoup, on va commencer par connaître les cartes. Non, c'est pas un problème de rejouabilité, au contraire, on va pouvoir être beaucoup plus stratégique parce qu'on a fini par bien apprendre notre histoire de la guerre froide, à connaître tous les événements qui y surviennent, et on s'attend un petit peu plus aux choses qu'en toute première partie, où là, il y a un peu plus de chaos parce qu'on ne connaît pas du tout le jeu, tout simplement. En tout cas, lorsqu'on joue une carte décompte, donc paf, on va déclencher le décompte de cette région du monde, et n'oubliez pas, ne laissez jamais votre adversaire s'installer tranquille dans une région. Combattez-le. Et sachez que dans ce jeu, comme dans la vraie vie, parfois il y a des renversements de situation dans différentes régions du monde. Ça peut arriver, il ne faut pas grincer des dents. On n'est pas dans un Eurogame, on ne construit pas un truc tout au long de la partie, c'est de l'affrontement tactique en permanence et tout de même aussi un peu stratégique. Et là, vous vous dites, voilà, la carte décompte Moyen-Orient a été jouée, maintenant on s'en fout du Moyen-Orient pour le reste de la partie, de toute façon il ne sera plus jamais redécompté, parce qu'il n'y a qu'une seule carte par région du monde. Alors, ça c'est pas vrai, parce que autant ces cartes là où je vous ai mis, qu'il y a cette petite icône là, quand vous avez joué l'événement, elle sort du jeu, on la met dans la boîte, elle ne pourra pas revenir. Par contre, ces cartes décompte, comme vous voyez, il n'y a pas du tout cette icône, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais la mettre là. Or, ce tas-là, il va passer, le tas numéro 1, il va passer intégralement, avant d'attaquer le tas numéro 2. Donc ça veut dire qu'on va remélanger ces cartes décompte qui vont revenir très certainement, alors peut-être pas toutes, mais au moins une partie, à nouveau dans le tas numéro 2, et donc elles pourront ressortir. Donc les décomptes peuvent être faits plusieurs fois. Et il faut savoir d'entrée de jeu que dans le premier tas, vous avez des comptes Europe, Moyen-Orient, Asie. Donc généralement, quand on commence la partie, les 2 joueurs se battent pour bien s'installer dans ces 3 régions du monde et abandonnent un peu l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et l'Afrique. On y viendra. Mais ça, c'est à partir du deuxième tas. Dans le deuxième tas, vous avez scoring, Amérique centrale, Amérique du Sud, Afrique. Donc on va se recadrer, mais attention, les autres pourront aussi être rescorés. Ça, faut pas oublier. Comme je vous ai dit, ça se remélange. En sachant juste un petit mot, vous avez donc des sous-régions. Alors en Asie, vous avez tous ces pays qui sont comme ça, c'est l'Asie, donc je vous ai dit du Sud-Est. Il y a un scoring Asie du Sud-Est un peu particulier qui est expliqué sur le cartouche ici, et un scoring Asie qui tient compte de tout, y compris l'Asie du Sud-Est. Et en Europe aussi, il y a des petites différences, vous voyez, plus clair, c'est l'Europe de l'Est, ça c'est des pays qui sont à la fois Europe de l'Ouest et Europe de l'Est, donc il faut aussi en tenir compte, c'est des sous-régions, mais quand on score une région, on score toute la région, y compris la sous-région. Ça c'est vrai pour l'Europe,
et pour ici l'Asie. Après, c'est toujours un peu pareil, vous voyez, selon l'importance que vous aurez pris dans cette région du monde, vous marquerez 3, 5 ou 7 points, sauf pour l'Europe. Attention, c'est écrit tout en haut, je ne sais pas si vous voyez bien. Si vous êtes en contrôle de toute l'Europe, vous imaginez que c'est le plus difficile à faire, c'est victoire immédiate. C'est logique historiquement. Hein. Si l'URSS avait envahi l'Europe, ou les États-Unis avaient envahi l'Europe, y compris les pays de l'Est, hein, évidemment, la guerre froide était à peu près finie, et un des deux camps avait gagné. Donc attention à l'Europe, de ne pas laisser le contrôle de l'Europe à l'adversaire, sinon il a gagné la partie immédiatement. C'est la troisième possibilité d'arrêt de partie. Contrôle de l'Europe lors du scoring de l'Europe. Je le répète, le DEFCON, ou 20 points. Ça, c'est les 3 choses qui vont déclencher la fin de partie la plupart du temps, quand même, hein, a priori. Et souvent, d'ailleurs, les 20 points. Alors, je suis sur le scoring, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche pour contrôler des pays, une région, parce que c'est vraiment le bon moment. On va jouer tout ça avec des cartes, mais je vais vous expliquer en détail comment on peut poser ces jetons, là, fondamentaux dans le jeu, avec ces cartes, mais j'y viendrai à la fin. Je rentre de plus en plus dans les choses complexes. Alors déjà, il faut comprendre que la partie commence pas tout blanc. Évidemment, quand en 45, il y a une certaine influence de l'URSS et des États-Unis. Alors, c'est écrit sur le plateau, les petits chiffres là, mais de toute façon, c'est écrit aussi dans la règle, donc je vais vous le mettre en place comme c'est sur une première partie. Alors, vous voyez, j'ai placé déjà des jetons qui doivent se placer. Ici, tout est logique. Hein. Vous en avez un en Iran. Alors, je vous rappelle qu'il n'y avait pas la révolution islamique. Hein. C'était le Shah d'Iran, donc c'est tout à fait différent. C'est les États-Unis. Une influence en Israël, ça se comprend. Une en Syrie pour l'URSS. Hein. Il faut savoir que les pays arabes, à cette époque-là, étaient du côté de l'URSS. Puis au final, ils vont tous se barrer. Il restera que la Syrie, encore de nos jours, comme on peut le voir, hein, bien évidemment, l'allié de l'URSS. Et puis, du coup, l'URSS ne va pas lâcher son pied au Moyen-Orient, comme aujourd'hui la Russie d'ailleurs. Ici en Europe, la RDA, vous voyez ici, il y a 3 évidemment, hein, c'est l'Allemagne de l'Est, c'est à l'URSS. Et pourquoi je l'ai mis sur rouge? Vous allez voir, mais la RDA est contrôlée par l'URSS, alors que là, sur blanc, ce n'est que de l'influence. Finlande, une influence URSS, et oui, bien évidemment, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, etc., la Finlande est un des pays les plus acharnés contre l'envahissement par la Russie, parce qu'ils ont un petit historique quand même, hein, ils sont pas loin de la Russie. Royaume-Uni, évidemment, en bleu, parce que c'est contrôlé par les États-Unis, c'est très compréhensible, c'est l'allié des États-Unis, hein. Je vous rappelle même qu'à l'époque de la guerre Iran-Irak, on appelait Tony Blair le caniche de George Bush, hein, puisque c'était comme ça, et l'Australie aussi, qui est une ancienne colonie britannique, qui est complètement alliée des États-Unis, donc bleu, parce que les États-Unis contrôlent en Asie, ne serez pas surpris. La Corée du Nord est contrôlée par la Russie. Ici, la Corée du Sud, vous voyez, il y a déjà un peu d'influence américaine. Hein, une guerre de Corée, ça doit vous dire un petit peu quelque chose. Le Japon, il y a un peu d'influence américaine, hein, au lendemain de la guerre, après les bombes, bien évidemment. Bon, là aussi, vous avez les Philippines. Donc, vous avez un peu tout ça, l'Afrique du Sud. Ici, vous voyez d'ailleurs qu'en début de partie, il n'y a que les États-Unis qui ont une influence, juste une en Afrique du Sud. Pareil pour l'Amérique du Sud, puisque vous avez Panama, mais par contre rien en Amérique centrale. Oui, il y a Cuba, évidemment, mais il y a des événements sur Cuba, vous en doutez bien. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en fait, une fois que ça c'est fait, les Soviétiques vont pouvoir poser 6 influences où ils veulent, en Europe de l'Est, hein, c'est-à-dire eux ici, et tandis que le joueur américain vont pouvoir poser 7 influences où ils veulent en Europe de l'Ouest. Donc immédiatement, on fait ça. Voilà, par exemple, le joueur qui joue l'URSS a décidé de contrôler la Pologne et de contrôler la Yougoslavie. 6 points, c'est fini. Tandis que celui qui joue aux USA a décidé de contrôler l'Allemagne de l'Ouest, la RFA, avec 4 points, et la France avec 3 points. Alors ça, c'est pas très historique, parce que De Gaulle, très vite, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, a voulu se dégager des États-Unis. C'est comme ça que nous sommes une puissance nucléaire en France, hein, d'ailleurs. Ça date de cette époque-là, de Gaulle qui a décidé de reprendre son indépendance immédiate par rapport aux États-Unis. Bon, mais vous verrez, évidemment, il y a des événements en jeu, y compris De Gaulle, vous l'avez vu tout à l'heure, qui peuvent quand même beaucoup changer la donne. Mais nous allons réécrire l'histoire. En tout cas, la partie commence comme ça. Et donc, durant toute la partie, on va poser ces jetons pour prendre le contrôle de différents pays. Alors, comment ça marche? Il faut bien comprendre, regardez, que chaque pays a un chiffre en haut. Ça, en gros, c'est sa résistance à la prise de contrôle. Ça va de 1 à 4. Hein, par exemple, 4 pour... je vous en trouve pas un tout de suite, c'est quand même dingue. Israël, voilà. 3, 2 pour l'Iran. 1 ici pour l'Éthiopie, etc. Pour pouvoir... Alors, avoir de l'influence, excusez-moi, dans un pays, vous voyez, on met le jeton sur sa face blanche. Pour pouvoir être sur la face rouge, c'est-à-dire pour pouvoir contrôler le pays, et là, c'est beaucoup plus intéressant pour le joueur, il faut que l'influence du joueur donnée par son jeton qui est indiqué ici soit au moins égale à la résistance du pays. Donc, il faut encore une fois que, c'est pour ça qu'ici, par exemple, Yougoslavie, 3 d'influence, résistance du pays 3, on est bon. 3 d'influence en Pologne, résistance du pays 3, on est bon, on contrôle. Mais ce n'est pas tout. Il faut en plus que la différence entre l'influence du joueur qui veut contrôler et l'influence qui pourrait être présente du joueur adverse, cette différence entre les deux, soit
au moins de la valeur de résistance. Donc mettons qu'en Yougoslavie, à un moment de la partie, le joueur États-Unis vient mettre une influence en Yougoslavie, juste une. Le joueur URSS a toujours ses 3, donc c'est bon, il pourrait contrôler Yougoslavie, mais là, il n'y a plus que 2 de différence, qui est inférieur à ce chiffre. Donc il ne contrôle plus Yougoslavie, on retourne et on le met là. Alors il a toujours 3 d'influence, bien sûr, mais il n'est plus en contrôle du pays. Voilà la différence, voilà comment ça marche entre contrôle d'un pays et juste présence dans ce pays. Et donc vous pouvez voir, la France, 3 d'influence, 3 de résistance, pas de présence, d'ailleurs c'est comme ça, hop, pardon, pas de présence russe, c'est bon, hein, j'ai le contrôle de la France, j'ai le contrôle de la RFA. Alors, et pareil pour là. Alors évidemment, du coup, quand vous êtes juste ric-rac, c'est-à-dire que vous avez juste la valeur qui correspond de votre influence par rapport à la valeur de résistance du pays, vous exposez beaucoup à une intervention de l'autre joueur pour vous casser votre contrôle du pays. Il suffit qu'il mette un 1, comme je vous l'ai fait là, et à ce moment-là, l'écart entre l'influence du pays qui contrôlait et l'influence du pays adverse, enfin du joueur adverse, devient inférieur à la valeur de résistance et immédiatement vous le perdez le contrôle. Donc il est quand même pas mal, par exemple dans ce cadre-là, il aurait peut-être été un peu plus malin pour le joueur russe, plutôt que de vouloir à tout prix prendre la Yougoslavie, alors c'est un intérêt, Yougoslavie c'est la porte ouverte vers l'Italie, de rajouter ici et ici un point d'influence pour se mettre à 4, et ce qui fait que si le joueur qui joue les États-Unis à un moment de la partie venait mettre 1 d'influence ici, ça ne faisait pas basculer le contrôle du pays, puisque l'URSS gardait à la fois une valeur supérieure ou égale à la résistance du pays, mais aussi une valeur dont la différence avec l'influence des États-Unis restait supérieure ou égale à la résistance. Donc il faut bien tenir compte de ces 2 choses-là, parce que c'est comme ça qu'on arrive à renverser les contrôles. Mais présence, contrôle du pays, ou juste présence, c'est très important sur le scoring. Mais oui, parce que lors des scorings, je vous ai dit, dans toutes les régions du monde, on va se retrouver avec 3 points si vous êtes présent, par exemple pour le Moyen-Orient, 5 points si vous êtes en domination de la région, ou 7 points en contrôle. Alors c'est pas toujours pareil, l'Amérique centrale c'est 1-3-5, c'est un petit peu moins, l'Asie c'est 3-7-9, c'est quand même beaucoup mieux, l'Europe, je vous l'ai dit, si vous êtes en contrôle de l'Europe au moment du scoring, c'est carrément victoire. Alors les États du Sud-Est, quand on fait un petit scoring juste là, sur les petits États qui sont bicolores, là, c'est un peu particulier, comme vous allez le voir. Alors il faut savoir que tous les pays ne se valent pas, non, vous avez des pays sensibles, et oui, des pays où ça chauffe un peu. Alors ces pays-là, sur le plateau du jeu fait par Pixigame, enfin le tout dernier, vous les verrez assez facilement, parce que d'une part, leur nom est écrit en blanc sur noir et leurs chiffres en blanc sur rouge. Voilà. Le Liban, par exemple, c'est un pays normal, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est écrit en noir sur blanc, et puis là, c'est en noir sur jaune, hein, tout est en noir. Par contre, Israël est un pays sensible. Hein, le chiffre 4 est en blanc sur rouge, et c'est écrit en noir. Alors le noir, du coup, on le voit bien, le fond noir. Donc tous les pays qui sont en fond noir sont des pays dits sensibles. Si je prends l'Asie, donc vous avez le Pakistan, l'Inde, la Thaïlande, la Corée du Nord, la Corée du Sud, et le Japon. Voilà. Et pourquoi ça, ces pays-là sont particuliers? Parce que ça, c'est des pays aussi à point de victoire. Comme c'est des pays sensibles, si vous les contrôlez, c'est bien pour vous. Donc du coup, quand on va essayer de contrôler des pays dans les différentes régions du monde en fonction des scorings, bien évidemment, comme je vous l'ai expliqué, on va commencer généralement par essayer de contrôler les pays sensibles. C'est quand même beaucoup mieux. Comme vous pouvez voir en Europe, RFA, RDA, Pologne, France, Italie sont des pays sensibles. Et vous allez voir, ils sont plus rentables en point de victoire. C'est pour ça qu'on peut dire, tiens, je vais me foutre en Yougoslavie pour le RSS pour aller filer en Italie juste à côté, parce que vous allez voir, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, bien évidemment, quand on veut mettre de l'influence dans un pays. Autre chose, il faut voir que vous avez des traits donc sur le plateau. Ça, ce sont les pays qui sont limitrophes géopolitiquement. J'ai bien dit géopolitiquement, pas uniquement géographiquement. C'est pour ça que ça ne correspond pas toujours parfaitement à la géographie. Mais par exemple, vous voyez, France, Algérie, qui ont une histoire commune très longue, et ben vous voyez, c'est relié. Alors pourquoi c'est relié? Comme je vous dis, à cause de l'histoire. Donc du coup, géopolitiquement, c'est relié. Par contre, vous voyez que la Tunisie, ce n'est pas relié. C'est simplement de la géopolitique. Donc, encore une fois, tous les pays qui sont reliés. Alors, quand c'est un trait plein, ça veut dire que les pays sont dans la même région. Quand vous avez des pointillés, c'est-à-dire que les pays sont dans des régions différentes. C'est juste pour se rendre compte tout de suite que c'est pas la même région. Ça n'a pas d'impact autre. Et évidemment, vous avez aussi les gros traits quand un pays est relié à soit à l'URSS, soit aux États-Unis, mais bon, tout ça, c'est juste des liaisons. Donc, parce que c'est là où je voulais arriver, quand on décompte, là, comment ça marche exactement? Alors déjà, il faut savoir que immédiatement, vous avez un point de victoire, quand on décompte une région, mettons qu'on décompte l'Asie, vous avez un point de victoire pour tout pays sensible que vous contrôlez. J'ai bien dit contrôler, donc ça veut dire que vous avez au moins autant d'influence que la valeur de résistance du pays, et que vous avez au moins plus d'influence que l'autre qui correspond à la valeur du pays. Là, j'ai 3, il faut que j'ai 3 de plus en influence que mon adversaire, et que j'ai au moins 3 en influence dans le pays, dans l'Inde, pour pouvoir le contrôler, je le répète. Bon, si vous contrôlez un pays sensible, j'ai bien dit contrôler, vous avez immédiatement un point de victoire. Donc déjà, c'est une bonne raison pour essayer de se choper les pays sensibles, parce que lors des
excusez-moi, lors des décomptes, c'est un point de victoire, mais pas que. Ensuite, vous avez vu, vous avez présence, domination, contrôle, qui amène de plus en plus de points de victoire. Alors, présence, c'est très simple. On considère qu'un des deux camps a une présence dans une région si elle contrôle au moins un pays de cette région. Peu importe, hein, vous contrôlez un pays, vous avez une présence. Très bien, 3 points de victoire, par exemple, pour le Moyen-Orient, mais c'est pareil pour l'Asie. Pour ce qui est de la domination, donc là c'est tout de suite plus de points. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir dominer une région? C'est très simple, il faut que vous contrôliez pour dominer une région plus de pays que votre adversaire, mais aussi plus de pays sensibles. Ça se comprend. Si vous contrôlez plus de pays et plus de pays sensibles que votre adversaire, à ce moment-là, vous gagnez la région. Bon, il faut évidemment contrôler au moins un pays et un pays sensible dans la région, évidemment. Il faut quand même au moins en avoir un. Mais ça, il faut avoir les deux de plus. Et si vous avez les deux de plus, paf, 7 points. J'ai bien dit les deux. N'oubliez pas, si je contrôle plus de pays et plus de pays sensibles que mon adversaire dans une région, j'ai la domination. C'est logique et je marque plus de points. Alors, le contrôle, c'est quoi? C'est si vous contrôlez plus de pays que votre adversaire, bien évidemment, mais que vous contrôlez tous les pays sensibles. C'est aussi logique. Si vous contrôlez tous les pays sensibles de la région et plus de pays que votre adversaire, là, vous êtes en contrôle. Et là, ça score fort. Vous voyez, l'Asie, c'est 9. Je vous rappelle qu'à 20 points, la partie est terminée, vous avez gagné. Donc, faut vraiment pas laisser faire ça. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas laisser déraper les régions avec les autres joueurs, avec votre autre joueur. Il faut toujours l'embêter. En ayant ces règles-là en tête, alors il faut savoir, vous avez une aide de jeu qui vous récapitule un petit peu tout ça, donc vous l'ayez à côté de vous. Donc c'est comme ça que l'on fait présence, domination ou contrôle, et vous avez bien compris, c'est pour ça qu'on va se ruer sur les pays sensibles. Non seulement ils jouent pour pouvoir dominer ou contrôler la région, si vous n'en avez pas, ça sera impossible, vous resterez en présence, mais en plus, il va falloir, excusez-moi, ça va vous ramener un point de victoire en plus de ce que je viens de vous dire. Donc dans ce cadre-là de contrôle, je vous ai dit 9, mais vu que c'est l'Asie, par exemple sur l'Asie, sur les pays sensibles, vous voyez, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ça veut dire que si vous êtes en contrôle, c'est pas 9, c'est 9 plus 6, donc ça vous fait 15 points. Donc autant vous dire que vous êtes en contrôle de l'Asie, qu'il y a scoring Asie, 15 points, il y a des chances que vous gagnez parce que vous avez fait quelques points avant. Donc c'est tout à fait considérable et on va viser ces pays-là et puis c'est logique et du coup vous allez voir c'est hyper thématique parce que comme les mécaniques nous poussent à faire ça, au final on va rentrer complètement dans l'histoire de cette guerre froide. Et il faut évidemment le dire, c'est le truc super sympa dans ce jeu. Allez, pour faire tout ça, je vais vous expliquer un petit peu comment on utilise les cartes. Alors, tout est bien foutu, vous voyez, regardez ici, vous avez un petit récapitulatif sur les pays de ce que je vous ai raconté. Alors, il y a des choses que je ne vous ai pas montrées, c'est ça, et puis ça, je ne vous ai pas montré non plus, mais on va y venir dans un instant. Alors, comment on joue une carte? Alors, comme je vous ai dit, il faut bien revoir l'anatomie des cartes. Bon, ça, c'est la carte de scoring, c'est un peu particulier. Une carte, elle est soit affiliée aux USA, soit à l'URSS. Quand vous avez une étoile blanche sur ce fond-là, ça c'est affilié aux USA. Quand vous avez une étoile rouge sur ce fond-là, c'est affilié à l'URSS. Je vous l'ai rappelé, quand vous utilisez une carte qui est de ce fond-là avec une étoile bicolore, elle peut être jouée indépendamment par l'un ou par l'autre. Alors vous me dites, ça je peux pas le jouer si je suis aux États-Unis. Si, mais vous allez voir, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, ça c'est affilié aux deux, ça c'est affilié aux États-Unis et ça c'est affilié à l'URSS. Donc, première chose qu'on peut faire quand je joue ma carte, ça va être l'événement. Donc je peux dire, je joue ma carte pour l'événement. Si je joue ma carte pour l'événement, j'ignore le chiffre en haut, on s'en fout. Vous pouvez jouer une carte pour son événement uniquement si c'est une carte qui est de votre bord. Si je joue les États-Unis, je peux jouer celle-là, ou bien une carte qui est des deux bords. Voilà. Donc dans ma main de départ, regardez, j'ai un décompte, j'ai tout ça. Si je joue les États-Unis, pas de bol quand même. C'est-à-dire que quand je joue une carte, si je veux jouer un événement, je peux jouer que ces deux cartes-là, ou la carte qui est ici, qui est de décompte. Je ne peux jouer aucune de ces cartes-là pour leur événement. Vous vous doutez bien que tous les événements qui sont sur ces cartes-là sont favorables à l'URSS et là favorables aux États-Unis. Alors, c'est très bien que j'ai cette carte-là parce que regardez, c'est écrit en blanc sur noir. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un événement un peu particulier. C'est un événement qu'on va mettre à côté du plateau de jeu et qui sera en permanence en jeu, en fonction de ce qui se passe, tout simplement. Donc là, regardez, c'est placer autant d'influence, le carré c'est influence, autant d'influence que nécessaire pour que le joueur américain prenne le contrôle du Japon. Donc là, pouf, d'entrée de jeu, j'en mets 3, pouf, je passe à 4, bim, je contrôle le Japon. Le joueur soviétique ne peut plus faire de coup d'état dans ce pays, ni réalignement. Vous me dites, c'est quoi ça? Eh bien, vous allez voir comment on place ces fameux jetons, on peut faire des coups d'état, etc. Mais ça, je le mets à côté pour me souvenir que à partir de maintenant, le joueur soviétique n'a pas le droit de faire de coup d'état ou de réalignement dans ce pays-là, le Japon. Alors, il y a d'autres cartes, évidemment, comme ça, et pas qu'un peu, puisque regardez, ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 x 3, 21 événements comme ça dans la partie, parce qu'on a des petits jetons que je vais essayer de vous attraper sans tout faire tomber, avec, bon, je vais vous en montrer un, par exemple celui-là, là, c'est De Gaulle gouverne la France, mais quand ça arrive, on va le poser là-bas pour rappeler les événements actifs, en plus de la carte posée à côté du plateau, et au dos du jeton, vous avez écrit ce que ça fait.
Donc ça, il faut les mettre. Donc ces cartes-là sont un peu particulières quand vous jouez, je le répète, l'événement. Par contre, quand on la défausse, que vous avez d'autres actions qui peuvent faire défausser la carte, hein, quand on la vire, comme elles sont toujours comme ça veut dire qu'elle sort du jeu, elle ne reviendra pas. Bah, c'est pas logique, c'est très thématique. Pacte de défense mutuelle américano-japonais, une fois qu'il est fait, il est fait, quoi. Il va pas se refaire en 83. Donc ces cartes-là, déjà, il faut bien en tenir compte. Quand vous avez une carte blanc sur fond noir, regardez-la tout de suite parce que ça va avoir un impact toute la partie. Et quand, évidemment, c'est de votre bord, je le répète, et forcément positif pour vous. Vous avez bien compris que là, c'est positif pour les États-Unis. Là, comme je vous dis, ça sera, c'est toujours expliqué, alors je vais pas toutes vous les lire, mais quand c'est bicolore, généralement, à dire si c'est les États-Unis qui le font, ou si c'est l'URSS qui le fait, voilà l'impact que ça va avoir, ou alors, comme c'est le cas ici, peu importe l'un ou l'autre, l'impact sera le même, on dira juste celui qui joue la carte et l'adversaire. Donc ça, c'est encore une fois, quand je joue la carte pour son événement, soit permanent, soit un événement, pour que je le joue, je fais l'événement et c'est terminé. Par exemple, là, Nasser, retiré, ça c'est un événement URSS, donc ça, il faudrait que cette carte-là soit jouée par le joueur qui joue l'URSS pour pouvoir jouer l'événement. Par exemple, l'Égypte, vous voyez, ça qui doit forcément être joué par l'URSS, hein, c'est une carte URSS, Nasser, un dirigeant égyptien, vous retirez d'Égypte la moitié des influences, alors c'est entouré de bleu, alors les daltoniens comme moi, autant vous dire que le petit filet bleu là, je le vois pas bien, de l'influence, donc la moitié de l'influence américaine en arrondissant au supérieur et ajouter 2, alors c'est entouré en rouge, c'est-à-dire 2 influences URSS en Égypte. Bon, pour moi c'est pas pratique, hein, c'est tout petit filet de couleur uniquement, c'est pas pratique, mais bon, de toute façon ça paraît logique. Donc ça, vous voyez, c'est un événement qu'on peut déclencher, c'est très fort, hein, mais ça aussi c'est très fort. Donc vous avez des trucs très forts pour faire basculer qui sont tout à fait thématiques, hein, ça c'est tout à fait thématique, ça c'est tout à fait thématique, ce dirigeant. Alors ça c'est pas blanc sur fond noir, donc ça veut dire que ça sera one shot, mais par contre vous voyez il y a la petite icône, donc ça veut dire qu'une fois que c'est arrivé, on dégage. Bah oui, Nasser il va pas arriver au pouvoir 45 fois au cours de 40 ans. Voilà, donc ça déjà c'est quand on joue l'événement. Si vous jouez ici en haut là, la valeur. Alors là il faut savoir que quand vous avez ces cartes là en main, vous pouvez jouer n'importe quelle carte pour la valeur en haut. Et oui, même les cartes russes. Mais vous allez voir, c'est moins bien. Si je joue ça pour sa valeur, immédiatement, j'ai 4 points d'opération. Ah. Et l'événement. Ah, bah là, l'événement, on s'en fout. Donc on vire la carte, en l'occurrence, hein, mais sinon on la défausse. On la défausse, par exemple, hop là, pour celle-là, parce que j'utilise les 2 points qui sont en haut, mais je me fous de l'événement à partir du moment où c'est une carte qui m'est affiliée. Parce que si j'utilise cette carte-là, par exemple, alors que je suis le joueur américain, pour les 3 points qu'on appelle les points d'opération. Alors évidemment, vu que ça c'est un événement pour l'URSS, je ne vais certainement pas le déclencher moi. Eh bien si quand même. Parce que quand vous jouez une carte qui n'est pas de votre bord, mais du bord adverse, pour les points d'opération qui sont là, le joueur adverse va pouvoir utiliser son événement comme si c'était lui qui jouait la carte. Alors vous décidez, vous, si d'abord il joue l'événement, puis vous après vos points d'opération, ou l'inverse, alors vous allez voir comment on utilise ces points d'opération, mais en tout cas vous déclenchez ça. Alors ça c'est une sacrée vacherie, parce que c'est souvent très fort, donc à vous de bien calculer votre coup. Donc oui, si j'ai cette main de cartes, je vais devoir jouer les cartes rouges. Bien sûr. Alors, je vais les jouer pour ces points qui sont en haut, vous allez voir comme c'est utile, mais à chaque fois, je vais déclencher l'événement pour mon adversaire. Alors ça fait grincer quand même. Hein. Surtout que vous voyez, il n'a pas de bol quand même, hein, si je suis américain, d'avoir tiré cette main-là, parce qu'au final, j'ai ça au Moyen-Orient, et puis j'ai 2 cartes où je peux les déclencher, là, il n'y a pas de problème. Par contre, celle-là, à chaque fois, je vais déclencher l'événement pour l'adversaire. Alors, il va falloir bien réfléchir. Vous pouvez déclencher des événements quand ça avantage pas trop l'adversaire, donc il faudra bien choisir dans quel ordre vous les déclenchez. Certains événements, il faudra vraiment pas les déclencher. Je vous rappelle que j'ai 8 cartes là, et que je n'en joue que 6, donc il y en a 2 déjà que je ne pourrais ne pas jouer. Alors, je les garde en main. Elles vont rester avec moi toute la partie, mais je vais pouvoir, vous allez voir, m'arranger avec quand même, et puis il y aura peut-être un moment de la partie où je pourrai les jouer, ça va faire un événement à l'adversaire, mais qui sera moins intéressant pour lui à ce moment-là. Alors vous me dites, c'est rude, oui c'est rude, mais par contre, c'est très thématique. Hein, parce que ces événements surviennent de toute manière, c'est l'histoire. Et d'ailleurs, vous verrez, en début de partie, l'URSS, à mon avis, est vraiment avantagé. Hein, il y a un avantage URSS, les États-Unis, ils combattent, ils essaient de survivre. Arrivé au milieu de la partie, ça commence à s'équilibrer entre l'URSS et les États-Unis, en fonction des cartes qui sortent. Et si vous allez jusqu'à la fin de guerre, là, c'est avantage États-Unis. Bon, ça suit l'histoire, hein, au final. Hein. Donc, il faut quand même avoir ça en tête quand vous jouez. Vous êtes URSS, allez-y, lancez le rouleau compresseur dès le début de la partie. Vous êtes États-Unis, serrez les fesses, essayez de bien tenir jusqu'à ce que de meilleures cartes arrivent si vous avez des débuts un peu difficiles. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces points-là si on décide? Alors, encore une fois, une carte qui m'est affiliée ou une carte qui est affiliée aux deux, j'utilise les points, il ne se passe rien d'autre. Une carte qui est affiliée à mon adversaire, j'utilise les points, mais lui, il déclenche ça. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ces points-là, ils vont vous permettre de poser ces sacrés points d'influence. Alors, vous avez vu que ces actes-là aussi, ces événements aussi, je vais pouvoir les poser. Mais pas que. Comment ça, mais pas que? Eh oui, j'arrive hein, sur poser les points d'influence, je vous le garde pour la fin exprès, parce qu'ici, vous avez la course à l'espace.
Et en fait, on a chacun un petit jeton course à l'espace que l'on va mettre au tout début. Au début, on n'y est pas allé dans l'espace, pour l'URSS et pour la NASA, comme ceci. Et je peux jouer ma carte uniquement pour sa valeur, mais en fait, en fonction de ce qui est indiqué ici. Vous voyez, vous avez ici des valeurs dans les étoiles. C'est-à-dire que si je veux progresser, parce qu'on progresse case par case là-dedans, si je veux progresser dans ma course à l'espace, il faut que je joue une carte de valeur en haut à gauche, indiquée là de 2 minimum. Donc je pourrais jouer, voilà, celle-là, c'est bon, et celle-là. Et alors par contre, je ne déclenche ni l'événement et je n'utilise pas ça pour poser des jetons influence, absolument pas. Donc là, je vais jouer ça uniquement pour monter sur la course à l'espace, c'est tout. Et je pose pas de jetons d'influence, je déclenche pas l'événement. Vous me dites, wow, c'est moyen. Non, parce que d'abord la course à l'espace, c'est sympa, et surtout, quand vous jouez une carte de votre adversaire, si je suis des États-Unis, mettons, pour monter ici, votre adversaire ne joue pas l'événement. Et oui, c'est la seule manière de jouer une carte de l'adversaire sans qu'il profite de l'événement. Donc du coup, une carte vraiment hyper avantageuse pour votre adversaire, vous voulez absolument pas qu'elle sorte, à votre tour, vous la jouerez pour pouvoir avancer ici. Alors comment ça marche? Il faut, comme je vous ai dit, que ce chiffre en haut là, soit au moins égal au chiffre qui est indiqué là. Alors c'est 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3 pour la fin, bien évidemment, minimum. Une fois que vous avez fait ça, vous jetez un dé. Ah oui, alors il y a du hasard et il y a des dés, et chaque joueur a un dé. Et puis on voit la valeur qu'on obtient. Alors les valeurs sont indiquées en haut, par exemple, pour passer de là à là, j'ai joué une carte 2, donc c'était toujours une carte adverse. Quand on monte ici, on joue toujours les cartes de l'adversaire, bien évidemment. On va pas aller se flinguer de nos cartes. Donc je joue, et puis si j'obtiens un 1, un 2 ou un 3, donc j'ai une chance sur 2, immédiatement, je monte ici. Et qu'est-ce qui se passe si je monte ici? Alors si j'obtiens pas, si j'obtiens un 5, j'ai fini de jouer mon tour et je suis pas monté. En gros, j'ai essayé de lancer un satellite dans l'espace, mais ça n'a pas marché. Le premier joueur qui le fait gagne immédiatement 2 points de victoire. Chaque point de victoire compte énormément dans ce jeu. Le deuxième qui viendra après gagnera qu'un seul, lui. Dans ces situations-là, pouf, on reviendrait là. Et c'est le premier satellite. Si vous venez ici, alors vous voyez là, c'est 1, 2, 3 et 4 qui vous permettent de monter, donc vous avez plus de chances d'y arriver. C'est le premier animal dans l'espace. Et là, 2 cartes peuvent être jouées pour investir sur la course à l'espace. Si vous êtes ici, dès ce tour-là d'ailleurs, mais par la suite, quand vous faites une course à l'espace, vous pouvez jouer 2 cartes. Donc vous pouvez monter, clac, clac, de 2 crans et virer 2 cartes de votre adversaire. Et ça en un tour, c'est très bien parce que vous ne perdez pas 2 tours d'action. Parce que vous perdez un peu quand même là, vous ne posez pas de pion ici. Avec ça, en un coup, vous virez 2 cartes de l'adversaire que vous avez dans votre main et vous progressez de 2 en course à l'espace en ne perdant entre guillemets qu'un tour, parce que vous ne perdez pas vraiment. Donc c'est très bien d'arriver ici. Bon là, en l'occurrence, Sputnik, c'était les Russes, et Laika, la chienne, c'était les Russes aussi, qui l'ont fait dans la vraie histoire. Bon, Laika qui a été euthanasiée et autopsiée après, c'est tout à fait sympathique. Mais vous marquez pas de points. Quand vous montez ici, regardez, vous marquez 2 points pour le premier, mais le deuxième qui arrive, il marque rien du tout, c'est le premier homme de l'espace, Gagarine, encore les Russes, pour la vraie histoire. Là, 1, 2 et 3, c'est toujours pareil, il faut faire 7 valeurs de dés pour y arriver, et n'oubliez pas de défausser une carte minimum de la valeur indiquée ici. Là, lorsque vous arrivez ici, bon là, il faut faire 1, 2, 3, 4, c'est mieux, bon je ne vais pas vous le répéter à chaque fois. Regardez, vous vous souvenez, en tout début de manche, je vous l'ai dit, chaque joueur va jouer une carte pour l'événement qui est écrit dessus. Vous vous souvenez. Mais on le fait de façon cachée. On ne sait pas ce que va jouer l'autre. Si vous êtes arrivé ici, votre adversaire est obligé de révéler son événement avant que vous choisissiez le vôtre. Donc vous allez pouvoir choisir l'événement du début de votre côté, du début de manche, en fonction de l'événement qu'aura fait l'autre. C'est quand même un gros avantage. Ça, c'est un homme en orbite terrestre. Mais c'est Gagarine, ça aussi. Si je dis pas de bêtises. Ensuite, là, vous avez un homme en orbite lunaire. Alors évidemment, les États-Unis arrivent, là, dans la vraie histoire. 3 points pour le premier qui arrive, un seul point pour le deuxième. C'est quand même fort. Un homme sur la Lune, et oui, là, tout ça, c'est les États-Unis. C'est que là, vous n'êtes pas plus obligé de conserver votre dernière carte. Alors ça, c'est bien. Oui, vous vous souvenez, vous allez finir à la fin de la manche avec des cartes qui vous plaisent vraiment pas, qui avantagent votre adversaire avec leur événement. Si vous arrivez là, hop là, vous pouvez les virer à la fin de votre manche. Et hop, vous les avez plus, vous les défaussez. C'est quand même très confortable. Bon, faut arriver là, quand même. Enfin, ici, la navette spatiale, 4 points pour le premier, c'est juste des points de victoire, mais enfin 4 et 2 quand même. C'est quand même très très fort. Et si vous arrivez jusque-là, regardez, 2 points pour le premier qui arrive et 0 pour l'autre, alors ça fait quand même 6, là, si vous êtes en premier dans la course à l'espace. Mais surtout, vous pouvez vous jouer 8 cartes par tour. 8 cartes, c'est pour ça que ça va jusqu'à 8. Alors oui, parfois c'est pas forcément super, parce que si vous avez que des cartes que vous n'avez pas envie de jouer, ça va peut-être vous embêter. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, le nombre de cartes que vous devez jouer est obligatoire. Vous n'avez pas le droit de passer ou de défausser sans les jouer. Vous êtes obligé de jouer des cartes. Donc ça, c'est comment utiliser les cartes pour cette valeur-là à la course à l'espace. Et sinon, comment on place ces
pion, là, depuis tout à l'heure, je vous en parle, je vous ai montré que les événements qui permettent d'en placer, mais avec ces chiffres-là, comment je fais? Si je fais ça début de guerre et que j'utilise ça plutôt que cette action-là, alors vous dites, ah non, c'est stupide, c'est super fort, ça. Ouais, mais enfin, on sait jamais, peut-être que vous contrôlez déjà le Japon quand vous avez ça, donc ça vous intéresse moins. Ça, je vais pouvoir poser de l'influence dans le monde, à concurrence de l'utilisation de 4 points d'action. Pour cela, soit je place des points d'influence, comme vous allez voir, soit je fais ce qu'on appelle des tentatives de réalignement, ou alors je vais pouvoir faire un coup d'État. Donc ça, c'est les 3 choses qu'on peut faire pour poser des pions, en plus de la 4e qui est de monter ici, je viens de vous l'expliquer. À chaque fois qu'on utilise une carte, non pas pour son événement, mais pour ces points qui sont là. Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que placer des points d'influence, c'est très simple, vous allez monter évidemment votre influence dans un pays, tout simplement. Faire une tentative de réalignement, ça dit bien ce que ça veut dire, vous allez faire baisser l'influence de votre adversaire dans un des pays. 1, je fais monter mon influence. 2e, le réalignement, je fais baisser plutôt l'influence de l'adversaire. 3e, le coup d'État, vous faites baisser l'influence de votre adversaire, et si vous y arrivez bien, non seulement il va baisser, mais vous allez pouvoir monter. Donc ça, c'est les 3 actions possibles avec ces points. Montez votre influence dans un pays, je le répète. 2e façon, baisser l'influence de l'adversaire. 3e façon, baisser l'influence de l'adversaire, et si ça se passe bien, en plus, monter le vôtre. Pose de pion d'alignement, réalignement du pays, coup d'État. Alors, première chose la plus simple, c'est à mon tour, mettons que je joue début de guerre, là, pacte de défense comme ça, pas pour l'événement, mais pour les points, j'ai 4 points, et je veux poser des pions d'influence, comme ça, américains sur les pays. Alors, je peux le faire, je les pose directement comme ça, néanmoins, il y a quand même des règles. La première, c'est que vous ne pouvez poser un point d'influence que dans un pays où vous avez déjà de l'influence, ou alors un pays qui est relié géopolitiquement à un pays où vous avez de l'influence. Vous voyez d'où l'intérêt de venir en Yougoslavie pour l'URSS, parce que du coup, regardez, il y a un petit trait là, Yougoslavie est reliée géopolitiquement à l'Italie, donc s'il a un pion influence même jusqu'à un point, on s'en fout, c'est pas un contrôle, c'est juste de la présence. S'il a une présence Yougoslavie, à son tour, il peut déposer des pions d'influence en Italie. Et l'Italie, regardez, blanc sur fond noir, c'est un pays sensible de l'Europe. Bah oui, je vous rappelle qu'on sort de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, encore une fois, ça a quand même un intérêt. Donc, premier point, voilà, vous ne pouvez pas mettre de l'influence n'importe où. Je ne peux pas aller foutre un pion d'influence au Sahara. J'ai aucun pays limitrophe qui n'a de pion d'influence à mon pays, et je n'ai pas d'influence dans le Sahara, donc je n'ai pas le droit. Il va falloir que tout doucement, j'influence les pays limitrophes pour pouvoir y aller. C'est très thématique. Combien ça me coûte en points comme ça? Bah, c'est simple. Si le pays dans lequel vous posez votre influence est contrôlé par personne, comme la Yougoslavie là par exemple, ou carrément qu'il n'y a pas de pion de l'adversaire, ça vous coûte 1 point par influence que vous y mettez, tout simplement. Par contre, si le pays est contrôlé par l'adversaire, comme la RDA par exemple, là j'aurai le droit d'aller poser en RDA puisque je suis présent au RFA, bon je la contrôle en plus, et un petit lien géopolitique. Si je veux poser ici, j'ai le droit. Par contre, comme mon adversaire contrôle le pays, il est vraiment en contrôle, je suis obligé de consommer 2 points pour pouvoir m'y mettre. Eh oui. Par contre, si je faisais ça, que je viens poser ici un pion d'influence américain, donc je viens ici comme ceci, ça vient de me coûter 2 points parce que le pays était contrôlé. Comme ici, il n'y a plus 3 minimum d'écart entre les deux, immédiatement l'URSS perd le contrôle, on revient ici. Là, j'en ai consommé 2, il me reste 2, encore des points. Si je veux continuer à poser de l'influence en RDA, je peux, mais comme il n'y a plus de contrôle ennemi, maintenant, ça ne me coûte plus qu'1 point. Eh oui. Donc, en faisant avec ces 4 points, je lui fais perdre, et ici, avec les 2 qui restent, pouf, pouf, je monte, j'arrive à 3. Alors, je ne prends pas le contrôle de la RDA, parce qu'il me faudrait qu'il y ait 3 d'écart avec l'URSS, on n'est pas prêt de le faire, mais par contre, lui, pour reprendre le contrôle de la RDA, il est dans la même mouise. Donc, vous voyez comment ça marche. N'oubliez pas, 1 point seulement d'opération si vous augmentez votre influence dans un pays qui n'est pas contrôlé par votre adversaire, et 2 points si le pays où vous posez votre influence est contrôlé par votre adversaire, mais par contre, vous êtes obligé d'être relié à un pays dans lequel vous avez de l'influence par un lien géopolitique ou avoir de l'influence dans le pays en question. Ah oui, et comment je fais si je veux aller à l'autre bout du monde? Eh bien, c'est quand même possible, en étant perfide, en faisant un réalignement du pays ou un coup d'État dans ce pays. Si vous faites une de ces 2 actions-là, celles qui suivent, à la place de juste poser des pions, vous n'avez plus besoin ni d'être présent dans le pays en question, ni d'être présent autour du pays en question. Vous choisissez le pays que vous voulez dans le monde. Ah oui, c'est quand même sympa. Alors oui, alors faites attention, parce que regardez le niveau DEFCON. Quand vous arrivez au niveau 4, vous ne pouvez faire aucune tentative de coup d'État ou de réalignement en Europe. Quand vous arrivez au 3, ni l'Europe, ni l'Asie. Quand vous arrivez au 2, ni l'Europe, ni l'Asie, ni le Moyen-Orient. Donc ici, plus de réalignement, plus de coup d'État. Donc c'est-à-dire que pour poser des jetons, on peut faire que d'une manière, c'est comme je vous l'indiquais. N'oubliez pas cette règle, vous risquez de l'oublier. Quand le DEFCON diminue, n'oubliez pas, si vous êtes ici, allez pas dire « Ah bah tiens, maintenant je fais un coup d'État en Asie ». Non, vous n'avez pas le droit, parce que le DEFCON est trop bas. Donc oui, c'est un peu chaud de faire des coups d'État quand même. Donc déjà, quand c'est bien tendu au niveau international, on essaie d'éviter.
c'est thématique. Alors, si on veut faire un réalignement, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, si l'URSS voulait réaligner l'Afrique du Sud, c'est possible, je vous dis qu'on peut aller dans n'importe quel pays du monde. Alors, un réalignement, ça vous coûte 1 point, ici, un point d'opération, un seul point, pour tenter un réalignement. Ce que signifie que si j'utilise cette carte avec ces 4 points d'opération, je peux faire 4 réalignements. Alors oui, j'ai dit réalignement. Quand vous choisissez une action, que ce soit juste pose d'influence, ou bien réalignement, ou bien coup d'état, vous utilisez tous vos points pour ce type d'action. J'ai pas le droit de faire un peu de réalignement, un peu de pause, non. Si je commence par faire un réalignement, j'utiliserai mes 4 points pour faire du réalignement. Alors dans le même pays ou ailleurs, hein, peu importe, mais en tout cas, ce sera que du réalignement. Donc là, il va encore y avoir un G2D. Alors un G2D qu'on va quand même pouvoir un peu influencer. Alors vous choisissez votre pays, je vous rappelle que réalignement, c'est pour faire baisser l'influence de l'adversaire. Donc évidemment que vous le faites dans un pays où l'adversaire a de l'influence, sinon ça n'a absolument aucun sens. On va jeter donc les dés. Celui qui obtient la plus grande valeur aura gagné la tentative de réalignement. Si c'est votre adversaire, votre réalignement a échoué, mais ça vous a coûté qu'un point, vous pouvez retenter juste derrière, s'il vous reste des points d'opération. Si c'est vous qui avez la plus grande valeur, hop, votre réalignement a réussi. Alors on va voir comment on calcule après, mais ce n'est pas tout, parce qu'évidemment il y a des petites choses qui vont modifier. En fait, chaque joueur qui est impacté dans le réalignement va avoir 1 point de plus au résultat de son dé pour chaque pays limitrophe, c'est-à-dire qui est relié par un lien géopolitique qu'il contrôle, pas juste présent, qu'il contrôle. Donc, encore une fois, dans ce cas-là, si l'URSS voulait ici faire un réalignement, il ferait son jet de dés, mais il rajouterait 1 à la valeur parce qu'il contrôle la Corée du Nord qui est reliée. Donc déjà, 1 point pour chaque pays adjacent qu'il contrôle, 1 point si le pays en question est relié à son pays, à lui, ça rajoute aussi 1 point. Et enfin, 1 point s'il a plus d'influence que le pays adverse dans le pays qui est ciblé par le réalignement. Donc dans ce cadre-là, par exemple, si les États-Unis faisaient un réalignement en Yougoslavie, il faut savoir que sur le G2D, là, la Yougoslavie n'est proche d'aucun des 2 pays, enfin pas relié directement à aucun des 2 pays, donc ça marche pas en bonus. Autour, il n'y a aucun pays qui est contrôlé par une des 2 parties, donc ce bonus-là non plus ne marche pas. Par contre, vous voyez que l'URSS a plus d'influence que les États-Unis, donc ils ont 1 point de bonus. Donc résultat des courses, on va jeter les dés, regardez qui est le plus grand en rajoutant 1 point de bonus à l'URSS. Donc ce serait pas très malin d'aller faire un réalignement ici, il faudrait déjà conquérir des pays autour avant, ce serait quand même beaucoup mieux pour avoir des bonus avant de le faire en tant que joueur des États-Unis. Et que se passe-t-il si la tentative de réalignement réussit? Et bien à ce moment-là, celui qui a la plus grande valeur, donc qui a réussi le réalignement, fait baisser l'influence de l'adversaire, d'autant que la différence entre les 2 résultats, G2D et points bonus qui seraient éventuellement présents avec ce que je viens de vous expliquer. Donc on regarde la différence et on retire autant de points d'influence sur l'adversaire. Alors si en faisant comme ça, on devrait retirer plus de points à l'adversaire qu'il n'en a, comment ça se passe? On vire tous les points d'influence de l'adversaire et ça s'arrête là. Tout ce qui est en surplus de différence de résultats entre les 2 joueurs, on le perd en gros. Mais on a fait disparaître l'influence de l'adversaire dans le pays. Donc ça, c'est essayer de faire un réalignement. Et dernier point, faire un coup d'état. Alors pareil, si vous faites un coup d'état, regardez, ici c'est coup d'état au réalignement, donc on est ici, on ne peut pas le faire où on veut. Et bien quand on fait un coup d'état, pareil, on choisit n'importe quel pays comme on le souhaite, mais là on va faire baisser évidemment l'influence de l'adversaire, mais on va aussi pouvoir faire monter sa propre influence. Alors vous faites un coup d'état. Quand on fait un coup d'état, en fait, on ne va pas essayer comme en réalignement, essayer de feinter pour s'imposer un peu plus dans le pays par rapport à l'adversaire. On lutte contre le pays lui-même, puisqu'on fait un coup d'état. Donc en fait, la façon dont est calculé un coup d'état, c'est qu'on va prendre la valeur de résistance du pays, là, 2, 3, on va le multiplier par 2, et on va jeter un dé, et il va falloir obtenir un résultat strictement, j'ai bien dit strictement supérieur à la valeur de résistance du pays fois 2. Je dis bien strictement supérieur. Et là, vous me dites, c'est juste la valeur, là c'est 6, il faut faire 6, c'est impossible. Non. À la valeur du dé obtenu, vous rajoutez vos points d'opération de la carte, et là pas 1, tous vos points d'opération de la carte. Quand vous faites un coup d'état, ce sera votre seule action du tour. Un réalignement, on peut en faire plusieurs, à chaque fois c'est qu'un point que ça vous consomme. Par contre, un coup d'état, c'est tout. Donc si vous jouez ça, j'ai 4 là quand même. Donc ça veut dire que si je voulais faire un coup d'état en Inde, par exemple, il faut que je fasse plus de 6, c'est-à-dire au moins 7. Bon, mais vu que j'ai mis une carte à 4, il faut que je fasse donc 3, 4, 5 ou 6. Il n'y a que le 1 ou le 2 qui fait que je rate mon coup d'état.
Donc vous additionnez la valeur de votre dé avec le nombre de points d'opération de votre carte. Donc ça peut être très très fort. Alors mon exemple n'est pas très bon parce que comme pour le réalignement, si vous faites un coup d'état dans un pays, il faut quand même que votre adversaire ait au moins un point d'influence. Il ne le contrôle pas forcément, mais si on fait un coup d'état en réalignement, c'est dans un pays où l'adversaire a de l'influence. Sinon on n'a pas le droit. L'Inde, donc c'est un très mauvais exemple, on ne fait pas de coup d'état dans un pays où il n'y a rien du tout. Hein. Donc, et comment ça marche? Eh bien on va diminuer l'influence de l'adversaire, de la différence entre 2 fois la résistance du pays et le résultat que j'ai obtenu. Et si là, contrairement au réalignement, on diminue de plus que la valeur d'influence du joueur adverse dans le pays, eh ben ce plus en question n'est pas perdu, on rajoute nos propres points d'influence dessus. Donc un pays qui est avec pas beaucoup comme au Liban, si on était comme ça par exemple, faire un coup d'état ici avec cette carte-là, autant vous dire que ça va forcément très bien marcher, parce qu'il faut que je fasse 2, une fois 3, c'est strictement supérieur, il faut que je fasse 3 pour arriver à renverser, de toute façon j'ai déjà 4 ici, donc c'est sûr que je vais les faire, et je rajoute la valeur de mon dé. Donc si par exemple je faisais un 2 avec mon dé, donc je fais 6, 6, vous voyez, je vais rajouter 3 points d'influence, alors lui il dégage, plus 2, donc je rajoute 2 points d'influence, donc un coup d'état, j'ai dégagé l'URSS et j'ai pris le Liban avec un bonus en plus pour empêcher l'URSS avec un seul point de venir me renverser la dominance. Donc le coup d'état c'est quand même quelque chose de très très fort. Et ce n'est pas tout. Quand vous faites un coup d'état, vous augmentez vos opérations militaires de la manche. Et oui, regardez, je ne vous ai pas montré ces pistes, on commence toutes les manches avec des opérations militaires à 0 dans les 2 camps, comme ça, clac. Lorsque vous faites un coup d'état, vous montez de 1, clouc, vos opérations militaires. Et oui, les coups d'état, ça fait ça. Alors il y a des cartes, vous verrez, des cartes guerre qui font que vous déclenchez des guerres, par exemple indo-pakistanaise, etc. Alors il y a tout un système de résolution, généralement avec des jets de dés, avantage pour celui qui déclenche la guerre, enfin en fonction du résultat, bien évidemment. Et ces guerres-là vous font aussi monter. Alors donc il y a encore d'autres cartes qui vous font monter ici. Mais le coup d'état vous fait monter ici. Alors quel est l'intérêt de monter comme ça en faisant des coups d'état pendant la manche? C'est qu'à la fin de la manche, on va regarder où est le niveau d'EFCON, ici, et on va regarder la différence entre le niveau d'EFCON et le niveau de vos opérations militaires. Eh bien, c'est bien simple. Si vous êtes au-dessus, vous gagnez des points de victoire qui correspondent à la différence. Dans ce cadre-là, les États-Unis gagneraient 4 points de victoire. Si vous êtes en dessous, eh bien, vous perdez des points de victoire. Dans cette configuration-là, les États-Unis gagnent 4 points de victoire, l'URSS perd 1 point de victoire. Donc comme c'est toujours une différence, parce que le pion se balade, en l'occurrence, là, les États-Unis gagnent 5 points de victoire. Si on était comme ceci, par exemple, l'URSS perdait 1 point de victoire en fin de manche, là, les États-Unis perdent 2 points de victoire en fin de manche, donc ça fait que l'URSS, au bilan, gagne 1 point de victoire, qui correspond à la différence. Donc oui, on se tape la bourre sur ces deux pistes-là, tout au long de la manche, en faisant, encore une fois, des guerres ou des coups d'État, de façon à pouvoir monter, ou alors on fait aussi baisser ce niveau d'EFCON. Alors ce niveau d'EFCON, il baisse quand? D'abord, vous avez des cartes qui vous font baisser le niveau d'EFCON, mais en plus, quand vous faites un coup d'État dans un pays sensible, je le répète, un pays sensible, le niveau d'EFCON baisse d'un niveau. Bah oui, ça paraît assez logique. Un coup d'État dans un pays qui craint, ça met de la tension internationale. Donc n'oubliez pas. Et n'oubliez pas que vous ne pouvez plus faire de coup d'État dans ces trois régions-là, à partir du moment où le jeton est ici. Donc d'ailleurs, quand ça va arriver là, vous bloquez, si vous faites ça, vous bloquez les coups d'État dans ces 3 régions-là, là en Europe, excusez-moi, là en Europe, Asie, et ici jusqu'au Moyen-Orient compris, et vous bloquez quand vous descendez, mettons que je sois là, je fais un coup d'État, je fais ça, maintenant le joueur adverse ne peut plus faire de coup d'État en Europe, donc ça peut être avantageux. Quand on arrive là, plus personne fera de coup d'État, parce que si vous faites un coup d'État, vous faites ça, si vous faites ça, vous avez perdu la partie. Donc on joue là-dessus, et en plus avec les points de victoire. Donc ça, c'est quand même bien important au cours de la manche. Il faut penser à pas mal de choses, en fonction des cartes que vous avez en main, bien sûr. Bon, et comme je vous ai dit, on va déclencher des scorings au cours de chaque manche, quand on a les cartes scoring, comme j'avais en première main, dans les différentes régions du monde. Alors, il faut savoir que si on arrive jusqu'au dernier tour, et puis que la partie ne se termine pas, que ce soit par 20 points, que ce soit par le contrôle de l'Europe, ou par un DEFCON qui arrive ici, à ce moment-là, quand on a fini la partie, c'est terminé, on refait un scoring de toutes les régions du monde. Donc n'oubliez pas ça, si vous arrivez vers la fin de la partie, vous voyez qu'on va y arriver, mais qu'au final, il y a certains pays, vous voyez bien qu'ils ne seront pas rescorés, les laissez pas partir. Parce qu'à la fin de la partie, si on arrive jusqu'à la fin de la 10e manche, on rescore tous les pays du monde. Et oui, c'est fait exprès pour que le combat entre les deux joueurs, les deux nations, dans toutes les régions du monde, continue en permanence jusqu'à la dernière action de la partie. Alors juste une petite chose sur une carte un peu spéciale, qui est la carte Chine. Oui, la Chine se joue de manière un peu particulière. Alors, vous avez une variante que je n'ai pas jouée, qui est ici, qui est écrite sur le plateau, mais sinon, de base, la carte Chine, en fait, il faut savoir qu'elle est aux joueurs
de l'URSS en début de partie, qu'il a à côté de lui, en fait, elle rentre pas dans sa main de carte, hein, c'est une carte qui est à côté, sur cette face-là. Et à son tour, il peut la jouer, au lieu de jouer une carte de sa main, pardon, il peut la jouer. S'il la joue, vous allez voir ce que ça fait, immédiatement, il la passe face cachée à son adversaire, donc aux États-Unis en l'occurrence, qui va mettre sa face cachée à côté de lui. Donc pendant cette manche, il peut pas l'utiliser. Début de manche suivante, tac, il retourne, et maintenant, c'est les États-Unis qui vont pouvoir l'utiliser. Et vice-versa, bim, je l'utilise, je le file au URSS, clac, il la retourne, une manche d'après, clac, il peut retourner. Alors le joueur qui a cette carte en fin de partie gagne un PV. Bon, c'est un point de victoire, mais parfois c'est tendu, donc ça joue. Mais en fait, cette carte est très forte. Alors, donc cette carte, qu'est-ce qu'elle fait? Alors déjà, c'est 4 points d'opération. Donc c'est beaucoup, c'est le maximum. Hein. Donc c'est une carte super forte. Et si vous utilisez tous les points d'opération pour l'Asie, c'est pas 4, c'est 5. C'est plus 1. Donc oui, c'est normal, c'est la Chine, elle est à côté. Donc vous pouvez avec cette carte potentiellement avoir 5 points d'action en Asie, si vous utilisez tout en Asie. Ça peut renverser tout ce qui se passe en Asie. Hein. Ou 4 si c'est ailleurs dans le monde. Donc cette carte-là est super forte. Donc autant vous dire qu'on l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. En plus, ça vous fait une carte de moins que vous utilisez dans votre main. Donc si vous avez cette carte-là, mais que vous avez en main, vous avez des cartes qui avantagent beaucoup l'adversaire, ça vous embête, bah au moins vous en utiliserez une de moins de votre main parce que vous avez la carte Chine. La carte Chine est hyper importante. Voilà. Et tout l'intérêt du jeu, évidemment, est toutes ces cartes, hein, parce que il y en a plein, et ça c'est que le premier tas. Mais vous avez le deuxième qui est le plus gros, ce qui est logique, c'est souvent là que ça se termine. Donc qui est tout ça. Et enfin, le troisième tas. Donc, évidemment, tout l'intérêt, c'est sur tous ces événements qui vont survenir. Hein, c'est très sympa. Et alors, vraiment, ce qui est très, très fort dans ce jeu, c'est qu'on vit la guerre froide. Et puis, vous révisez vos cours d'histoire de guerre froide. Ça marche super bien. Le thème, il est à fond les ballons, là. Hein. Et puis, on y est. C'est vraiment la lutte d'influence permanente, etc. Bon, pour ça, c'est merveilleux. Donc, le jeu est vraiment hyper bien fait pour ça. Ça m'étonne pas qu'il ait eu un succès phénoménal jusqu'à aujourd'hui, en 2022, où il est réédité. C'est pour ça que je vous fais la vidéo. Ça me surprend pas. Après, pour un Eurogamer, moi, je suis sûr qu'il y a des Eurogamers qui pourront pas jouer à ce jeu. Ça arrivera pas. Parce que quand vous êtes en toute première partie, vous connaissez pas du tout les cartes, et c'est pour peu que vous, même si vous connaissez l'histoire, vous savez pas trop les impacts, donc vous allez prendre surprise sur surprise sur surprise. Et généralement, mauvaise surprise sur mauvaise surprise. Et tout va être rebattu à chaque fois. Et ça amène un côté un peu chaotique dans le jeu, qui pour moi, dans ce genre de jeu, est bienvenu, parce que ça va avec le thème, ça va avec le style de jeu, mais pour certains joueurs Eurogamers, ça va déplaire, hein, parce qu'ils vont se dire, ah non, c'est bon, hein, je viens de m'embêter à construire plein de trucs, et puis derrière, blam, je me fais tout défoncer. Moi, j'ai une partie où on finissait une manche et je m'étais super bien installé. Hein. J'étais hyper posé en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, je jouais les États-Unis, et on était au début en plus, et l'URSS c'était pas bien. Hein. Donc en tant qu'Eurogamer, je dis ouais, là super, tu vas avoir des problèmes. Et là, je tire une main de cartes, quasiment qu'avec des cartes rouges, avec des super effets pour mon adversaire. J'ai pas bien compris comment arriver à les jouer de façon à minimiser leur effet. Je pense que j'ai pas aussi superbement joué. Hein. Je pense qu'il y a peut-être des meilleurs moyens de jouer que ce que je n'ai fait pour minimiser leurs effets, mais à la fin de la manche, tout était retourné. Alors, d'un point de vue thématique, et pour ce genre de jeu-là, c'est parfait, ça. Parce que sinon, on fait quoi? On arrête la partie, parce que c'est bon, je suis un peu partout, j'ai tout construit, c'est terminé, comme dans un Eurogame, où je construis. Non, il faut que ça continue, et toujours dans le thème, avec l'affrontement, donc du coup, cette rebascule est logique. J'ai pas fait attention, mais certainement, au coup d'avant, j'ai été avec des tirages de cartes qui m'avaient beaucoup plus avantagé et facilité la tâche. Là, ça revient dans l'autre sens. Donc maintenant, il faudra que je revienne, et de toute façon, ça dépend des cartes de scoring. Donc oui, j'ai grincé, c'est évident, j'ai grincé. Mais la main de cartes que j'ai juste derrière, j'ai eu 0 carte rouge, par exemple. Donc la manche suivante, waouh, j'allais revenir. Mais en fait, ce jeu, c'est ça. C'est ça bascule de l'un, de l'autre, on est en conflit permanent, on va jouer sur les pays, etc. Donc c'est très sympa, mais il faut le prendre pour ce qu'il est. Ce n'est pas un Eurogame, du tout, du tout. On est dans un wargame, avec un peu de chaos, pas mal de hasard, mais tout ça, ça se contrôle, avec un thème tellement présent, on vit un morceau d'histoire que l'on réécrit, que de ce côté-là, c'est très, très, très bon. Donc je pense vraiment que c'est un très bon jeu, je comprends qu'il ait eu ce succès-là, il n'est pas fait pour tout le monde, par contre, ça aussi, j'en suis absolument certain. Il y a des gens qui ne pourront pas jouer à ce jeu, ils font une partie, ils ne connaissent pas les cartes, ils se prennent 2-3 trucs, ça va tellement les énerver, mais j'en connais des joueurs comme ça, qui ne seront pas capables à la manche suivante de se dire, allez, j'oublie ce qui vient de se passer, regarde, waouh, je vais faire plein de trucs. Il y a des joueurs, ils n'arrivent pas à faire ça, hein. Ils prennent un truc dans les dents, ça les mine tellement que derrière, leur partie est foutue. C'est dommage, hein. J'ai vu ça souvent chez des Eurogamers purs et durs, parce qu'il faut être capable d'être dans l'histoire. Voilà, donc si tout ce que je viens de vous dire en positif ou entre guillemets négatif, ou en tout cas plus ciblé certains types de joueurs, vous plaît, vous privez pas, le jeu a été réédité, avec une nouvelle règle évidemment, tout en français. Alors il y a d'autres vidéos de Wargame, hein, sur la chaîne, je joue très peu au Wargame, mais je dois avouer qu'à chaque fois que j'y joue, ça me plaît quand même vachement. Alors ça me plaît quand le thème est très présent comme ça. Quand je revis de l'histoire, il faut que ça soit pour moi un Wargame historique,
Je pense qu'un pur wargame qui n'est pas du tout historique, qui est complètement imaginaire, va pas me plaire. Moi, j'ai besoin, mais c'est très personnel, de revivre un moment d'histoire, ça me plaît, et de réécrire l'histoire, évidemment, avec mon adversaire. Et souvent, du coup, c'est évidemment des jeux à deux, hein, parce qu'on se retrouve un camp contre un autre, très fréquemment, quand c'est des jeux de Seconde Guerre mondiale, les Alliés contre l'Axe, etc. Mais en tout cas, celui-là, donc, c'est vraiment la guerre froide, et il est quand même très 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 bien mené, même si évidemment en tant qu'Eurogamer j'aurais aimé des petits trucs différents, plutôt que de piocher les cartes, avoir une rivière de cartes, les dés on les vire, on trouve d'autres moyens, mais là d'une part, je rappelle que ce jeu a été fait en 2005, donc on n'est pas du tout à la même époque, donc à cette époque-là, ce que je vous dis, on s'en foutait un peu, on mettait du hasard comme ça, et d'autre part, on est dans un wargame, là j'ai des réflexes d'Eurogamer, est-ce que c'est vraiment bien de faire ça dans un wargame, j'en sais rien, peut-être qu'en fait je me trompe, voilà, j'aurais aimé ces petites choses-là, mais en tout cas, je le répète, en tant que tel, c'est un excellent wargame, guerre froide, la référence bien évidemment, pour ce type de jeu. Voilà, bon jeu.